Mesdames et messieurs, bienvenue en direct du bureau du maire. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons nous informer et aussi nous éclairer sur certains grands dossiers et orientations de la ville de Laval. Et il reçoit dans son bureau, Monsieur le maire. Merci. Bienvenue et oui. merci de me fournir l'occasion de m'adresser aux citoyens de Laval. Avant de tomber dans le vif du sujet, vous allez me permettre de vous parler de votre bureau, puisqu'on est dedans. Quel temps passez-vous dans votre bureau? J'ai l'impression que c'est pas vraiment ici que ça se passe, la job d'un maire. Écoutez, il y a une grande partie du temps qui est quand même ici. Et de standard, les journées sont d'environ 8 heures le matin à 22 heures le soir. Une moyenne peut-être de 6 jours par semaine. Et 50 du temps, c'est dans le bureau ici, ou à la salle du conseil, ou à la salle de l'exécutif. Mais sinon, ça vous fait déplacer beaucoup aussi. Oui. Il y a plusieurs réunions au niveau de l'Union des municipalités, la CMM, toutes sortes d'organisations, la CRE. Alors, c'est toutes des organisations qui sont aussi importantes dans la fonction de maire, plus, évidemment, des événements au niveau de la municipalité auxquels il est important que je participe puis être présent. Commencez-vous à vous sentir chez vous ici, là? Oui, je m'adapte assez vite. Oui. Fait que ça, c'est votre lieu, c'est ici là, que toutes les grandes décisions se prennent. Effectivement, plusieurs décisions, oui. Vous avez assisté au congrès de l'UMQ à Gatineau. C'était le 93e congrès. Quel bilan en avez-vous fait, justement, de ce congrès-là, M. Demers? Moi, je vois ça très positif parce que nous avions des messages à passer au gouvernement supérieur, notamment l'importance des villes, les responsabilités des villes. Et souvent, nous n'avons pas les ressources pour assumer ces responsabilités-là. Alors, il est important que le gouvernement réalise que les municipalités sont le palier de gouvernement de proximité qui donne les premiers services aux concitoyens et souvent le gouvernement aussi qui reçoit les héritages des gouvernements supérieurs. Alors, des juridictions qu'ils ont délaissées. Alors, il est important pour nous d'avoir une certaine autonomie et d'éviter des délais administratifs indus. Souvent, pour réaliser un projet, il faut obtenir 2, 3, 4 autorisations des différents ministères, gouvernements supérieurs, alors qu'il serait beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace si on avait certaines juridictions. Donc, ce que vous demandez, c'est de l'autonomie. De l'autonomie et évidemment, il y a un côté, c'est que si le gouvernement veut nous remettre des responsabilités, il doit aussi nous remettre les outils pour les assumer qui souvent vont se traduire aussi par des ressources financières. Vous avez regardé certainement la charte municipale que l'on espère voir être adoptée éventuellement. Cette charte-là, pour l'expliquer au public, au commun des mortels, elle va faire quoi dans la direction d'une ville si elle est adoptée? Mais le but de cette charte-là, c'est de simplifier les procédures lorsqu'une ville prend des décisions, uniformiser les chartes à travers le Québec. Parce que, je vous donne un titre d'exemple, Ville de Laval est une des rares villes qui a une charte privée qui a été faite en 1965 et qui, au fil du temps, a été modifiée petit bout par petit bout, mais il n'y a aucune cohérence. Alors, c'est rendu quasiment une charte qui ressemble à la Tour de Babel, difficile de s'y comprendre, de s'y retrouver. Maintenant, nous ne sommes pas la seule municipalité qui a modifié des chartes et des choses un petit peu plus complexes. Alors, il est important de faire le point et de remettre les responsabilités au gouvernement municipal d'une façon claire. Alors, c'est ça que la charte va faire. Vous voyez cette charte-là adoptée en 2014 ou bien plus tard? Je crois que c'est un projet qui devrait prendre à peu près 2 ans. Du moment que le gouvernement va dire, bon, écoute, on est prêt, parce qu'il y a beaucoup de réflexions, puis il faut s'assurer des conséquences de cette modification-là. Et les conséquences seront différentes d'une municipalité à l'autre. Avez-vous eu le temps d'échanger avec le ministre Pierre Moreau? J'ai échangé succinctement avec M. Moreau à l'occasion d'un cocktail et on s'est croisés. Et nous avons convenu tous les deux qu'il était important et même urgent d'avoir une rencontre de travail. Et nos cabinets sont en communication pour essayer d'arrêter une plage horaire. Parlons maintenant des régimes de retraite, particulièrement des déficits.
On en a beaucoup parlé au congrès de l'UMQ, c'est un enjeu important, non seulement pour votre ville, mais toutes les villes. Est-ce que vous voyez une sorte d'affrontement poindre à l'horizon par rapport à cette question-là? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air, il y a beaucoup de nervosité, mais je vais surtout m'attarder à parler au niveau de Ville de Laval. Au niveau de Ville de Laval, nous avons 7 groupes d'employés. Et la stratégie qu'on est groupe important d'employés. La stratégie que nous avons décidé de prendre, c'est de donner suite à une négociation dans le respect d'un de l'autre et dans un climat de confiance. Sur 7 groupes d'employés, il y en a 5 qui ont réglé. Et essentiellement, le message qu'on a fait, c'est qu'on a réduit, les employés ont accepté de réduire le fardeau au niveau du fonds de pension de 3 % le fardeau de l'employeur. Ce qui nous permet d'envisager le rétablissement ou la disparition de la dette, l'ampleur qu'elle a, sur une période de 10 ans, avec un rendement réellement conservateur au niveau déplacement. Et cette stratégie-là, à date, nous porte fruit et on pense que c'est dans ce contexte-là que ça va se régler à Ville de Laval. Il reste 2 groupes d'employés à régler et le climat est serein. Et il y a une négociation très, très saine qui se passe présentement. Alors, je suis optimiste d'arriver à un règlement avec l'ensemble des employés. Il y a le ministre des Finances, Carlos Letao, qui va nous dévoiler son budget très bientôt. Avez-vous eu vent de certaines grandes orientations de ce budget-là ou est-ce que vous l'appréhendez? Nous l'appréhendons dans le sens suivant, c'est que le gouvernement a l'intention de serrer la vis au niveau des finances. Et je ne veux pas discuter des motifs, là, c'est à eux à les apprécier. Mais l'inquiétude qu'on a, c'est que souvent, lorsque ça arrive, c'est qu'ils nous remettent des responsabilités et le financement qui devrait venir avec ces responsabilités-là n'arrive pas. Je vous donne un exemple très simple. L'immigration est de juridiction fédérale avec une entente au niveau provincial, mais les conséquences, si ça n'a pas été bien fait, sont municipales. Si les gens arrivent ici, puis ils n'ont pas d'emploi, puis ils n'ont pas de lieu adéquat pour se loger, nous devons gérer ça, car ce sont nos citoyens, des citoyens à part entière. Et dans ce sens-là, les conséquences sont municipales. Et je pourrais refléter le même exemple à plusieurs niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau... Alors, quand les gens sont mal pris dans un besoin élémentaire, c'est la municipalité qui intervient. Alors, c'est pour ça que je vous dis souvent, les responsabilités nous arrivent sur les genoux, on doit les assumer, puis on doit prendre soin de nos citoyens. Quels sont, disons, les grands enjeux d'une ville de la taille de Laval en ce moment, selon vous? Écoutez, Ville de Laval, il ne faut pas se cacher, là, est meurtrie, est à la sortie d'une époque. D'un long tunnel noir, on va dire. C'est ça. Puis je dis, nous sommes à la sortie parce que l'actualité va quand même nous rattraper. Les enquêtes préliminaires sont prévues en 2015, donc les médias vont s'alimenter des éléments de preuve qui seront mis publics pour la première fois. Alors nous, on veut ramener une fierté à Laval. Et il est important de ramener une fierté et de parler de Ville de Laval pour les bonnes raisons, les belles réalisations pour ses créateurs, ses artistes, les gens dans le domaine du sport, les gens qui s'impliquent dans le communautaire. Parce que, ça va stimuler l'économie. Il y a plusieurs organismes, que ce soit culturels ou communautaires, qui me disent, écoutez, M. le maire, si on a de la difficulté à aller chercher du financement, à cause de l'image de Ville de Laval. Alors, il faut ramener l'image que Ville de Laval a eue dans le passé et non pas dans son histoire récente, parce que Ville de Laval est une grande institution. Et Ville de Laval n'a rien à se reprocher. Ce sont des individus qui occupaient des postes dans la structure qui sont accusés. Mais la Ville n'a rien à cacher, rien à se reprocher, et nous devons rendre honneur à cette grande institution-là et offrir une belle qualité de vie à ses citoyens. Sentez-vous que vous avez le même combat que Denis Coderre avec Montréal? Il y a des similitudes, mais je dois dire que M. Coderre...
Il a son style, puis moi j'ai un style peut-être moins spectaculaire. J'ai un style très conciliant et évidemment, nous avons un parcours différent. Moi, je suis issu, j'ai travaillé à Ville-de-Laval. J'ai commencé à travailler à Ville-de-Laval en 1971. Je connais assez bien les cols bleus, les pompiers, les policiers, les cols blancs. Je connais la structure municipale. Et par le fait même, on approche les négociations avec les employés sur un angle différent. Bien sûr. On voit les employés. Moi, je peux me permettre de dire, je fais la tournée des lieux de travail de tous les employés avec le comité exécutif. Monsieur Coderre, ça va y prendre 5 ans à faire ça. Parce que la machine est trop grosse. Alors, nous avons des outils différents, mais il y a toujours un défi économique, un défi de développement, un défi social. Et tout ce qu'on peut mettre en commun, on le met en commun. Et sur d'autres tableaux, on est en compétition. Vous l'avez soulevé, et vous allez me permettre de faire un petit aparté. On est dans l'ère des maires assez extrovertis. Vous n'êtes pas de ce type-là. Est-ce qu'il faut se méfier des os qui dorment? Bien, écoutez, à date, ça fait tout près de 6 mois que nous sommes en fonction. Je pense qu'on a travaillé très, très fort à prendre les bonnes décisions sur les bonnes bases et à redonner ses lettres de noblesse à l'institution qu'est Ville-de-Laval et à stimuler l'économie. Alors, en dedans de 6 mois, on a renouvelé l'ensemble des directions de tous les services. Il y a quand même 3200 employés à Ville-de-Laval. Le directeur général est nouveau, ses adjoints ne sont pas choisis. Nous allons en annoncer un lundi, c'est-à-dire c'est une dame. Le directeur du service de police est nouveau, son adjoint, le directeur du contentieux est nouveau, le directeur du greffe est nouveau, le directeur des loisirs c'est nouveau. Nous avons créé un département de communication et les ressources humaines, nous avons créé une direction des ressources humaines. Alors, administrativement parlant, c'est un gros travail. Tous ces gens-là sont à l'œuvre pour travailler, pour redynamiser l'économie lavalloise et donner un bon service à nos entrepreneurs, à nos associations communautaires, à nos associations culturelles, aux citoyens. Et je pense que moi, je suis très confiant que notre feuille de route au bout d'un an sera très éloquente. Alors, c'est 2 styles différents. J'aime mieux annoncer les choses quand elles sont sûres et j'aime mieux prendre mon temps pour prendre certaines décisions. On est moins dans médias, mais moi, ça ne me dérange pas. Parlons justement, vous avez demandé à l'Institut de la gouvernance de revoir 15 organismes lavallois. Leur fonctionnement, leur financement, qu'est-ce que vous voulez voir là-dedans dans ce dossier-là? Qu'est-ce que vous voulez éclairer? Leur fonctionnement, leur financement, leur raison d'être et de savoir s'il n'y a pas des dédoublements inutiles, s'il y a des choses qui peuvent être regroupées de façon à faire des économies pour les citoyens de Ville-Laval et être plus efficaces. Alors, vous savez, je dirais, Montréal a 6 organismes paramunicipaux. Vous en avez combien ici à Laval? 11. C'est beaucoup. Et il y a des organismes qui ne sont pas considérés paramunicipaux, mais qu'on subventionne avec des sommes très importantes. Alors, c'est la raison pour laquelle on a demandé à M. Nadeau d'examiner tout ça, d'examiner s'il y a des dédoublements, la raison d'être, si c'est les bonnes structures les plus efficaces, et de nous faire part de ses recommandations. Et ça devrait sortir d'ici quelques semaines. Vous appuyez le parachèvement de l'autoroute 19, vous avez dit pas à n'importe quel prix. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, il faut s'assurer que dans ce projet-là, l'intérêt des citoyens qui habitent le long et qui utilisent l'autoroute 19 soit quand même préservé. Alors, il y a l'autoroute 19, c'est un endroit où il y a de la congestion. C'est une base quotidienne. Ça amène de la pollution, ça amène de la poussière dans l'air, ça amène des problèmes de qualité d'air et de qualité de vie. Alors, c'est sûr qu'on veut éliminer ça, mais en même temps, il faut faire attention à la pollution du bruit.
Alors, les gens qui y résident, il va se prémunir pour ça en bordure. Deuxièmement, si on aménage la 19 sur le territoire de Laval, mais il n'y a rien qui est fait à Montréal ou ça arrive nord, les bouchons vont demeurer. Et il y a toute la notion du transport en commun. Nous croyons que le transport en commun doit devenir alléchant, doit devenir une alternative que les gens vont favoriser pour effectivement aider à diminuer les bouchons de circulation, la pollution et améliorer la qualité de vie des utilisateurs et de ceux qui vont décider aussi de demeurer avec leur automobile comme moyen de transport. Est-ce que vous voyez justement un grand développement du transport en commun dans les prochaines années à partir de Laval vers les grands centres? Nous sommes orientés dans cette philosophie-là pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, des raisons de pollution. Vous savez, il y a une étude qui est sortie en 2008 du Bureau de santé de Montréal qui dit que les gens qui habitent à proximité d'une autoroute ont 20 % plus de chances d'être atteints de maladies respiratoires reliées au cœur, à la respiration, pulmonaire, puis tout ça. Alors, 20 %, c'est énorme, là. Nous devons nous attaquer à ces problèmes-là. J'ai eu l'occasion d'aller à Bangkok et une des choses qui m'a frappé en arrivant là, c'est qu'il y a quasiment 20 % de la population dans la ville qui se promène avec un masque. C'est vrai. À cause de la pollution. Alors, prenons le son de certaines grandes villes et il faut aménager notre territoire pour diminuer la pollution. Quand j'ai commencé en fonction en 1971 au service de police de la Ville de Laval, on ne parlait pas de journée de smog, on ne parlait pas d'îlots de chaleur. Et sur le boulevard des Laurentides, on voyait quasiment, à moins que ce soit bien nuageux, l'oratoire Saint-Joseph. Et là, il y a des journées que tu ne vois pas. Oui. Il y a eu une évolution en 30-40 ans. Alors, il faut être conscient de la problématique. Et le transport en commun est une façon de combattre ça. La végétation est une autre façon. Il faut reboiser, il faut préserver les boisés qu'on a. Alors, l'environnement est important. Et en même temps, si on parle d'environnement, pourquoi pas redonner accès à nos berges par la qualité de l'eau. Je pense, entre autres, à la rivière des Mille-Îles. Qui est un joyau, d'ailleurs. Oui, et qu'il y a eu une époque où on se baignait. Il y avait plusieurs plages qui étaient disponibles à la population. Maintenant, on se doit de ramener la qualité de l'eau, l'accès aux berges et travailler sur cette dimension-là. Et nous allons nous y appliquer. Je vais vous faire un lien avec le smog. Il y a des journées où, justement, la STL offre un forfait, enfin, un tarif 1 $ par journée de smog. Est-ce que vous pensez que ça va se multiplier, ces journées de smog-là? On va travailler pour éviter que ça se multiplie. Baisser ça, oui. Baisser ça. Et je pense que le transport en commun est un des leviers que nous devons utiliser pour la smog et aussi pour l'économie. Je rencontre, une journée par semaine, on tente de rencontrer des industries lavalloises, des sièges sociaux de compagnies à Laval. Et plusieurs nous disent que le transport en commun est important pour leurs employés, puis que c'est stratégique à choisir l'emplacement de différentes compagnies, de différents entrepôts. Alors, c'est un levier économique. Et l'autre levier économique qu'on va servir sera les pistes cyclables et le transport en vélo, qui est de plus en plus populaire. Donc, des Bixi-Lavallois? On va étudier tout ça. C'est une possibilité. Il y a toutes sortes de possibilités, mais selon les études, les résultats qu'on va avoir, on va prendre les décisions dans cette orientation-là. Et Pierre Lavoie me dit qu'il viendrait faire son tour en 2015 à Laval. Et vous allez pédaler avec lui? J'ai pédalé avec lui à Gatineau. Déjà? Oui, mais j'ai pas pousser l'audace à y dire « essaye de me suivre ». On va parler un peu aux policiers et aux maires à la fois. On prévoit avoir des radars photo en 2015 ici à Laval. Est-ce que ça fait l'affaire du policier ou du maire qui va peut-être toucher des amendes, donc des revenus? Écoutez, ça fait l'affaire des deux. Mais ce qui est important des photoradars, c'est pas tellement les revenus. C'est de combattre le phénomène des accidents.
Laval est une ville sécuritaire au niveau statistique, que ce soit au niveau des accidents ou au niveau de la criminalité. Mais un accident, c'est un accident de trop. C'est vrai. Et nous avons encore des accidents mortels, des accidents avec blessés graves. Évidemment, nos routes, on a beaucoup d'autoroutes, on a beaucoup de voies rapides, se prêtent à ça, mais nous devons combattre sur une base quotidienne le phénomène des accidents. Alors, les photoradars seront utilisés dans l'optique de réduire les accidents aux endroits qui sont des endroits où les accidents surviennent et non pas dans ce qu'on appelle des trappes à billets. Alors, c'est la philosophie qu'on prône et c'est l'orientation qu'on va prendre et que la direction de police a entre les mains. Le 50e anniversaire de Laval s'en vient. Oui. C'est une grande célébration d'un demi-siècle pour une ville comme Laval, qui a bien plus d'âge que ça, dans le fond. Mais ça vous fait quoi? Et qu'est-ce que vous prévoyez faire pendant ce 50e anniversaire-là? Écoutez, pour nous, c'est un point important dans l'histoire de Laval. Premièrement, c'est le 50e de la fusion. Mais Laval a 340 ans d'histoire. C'est ça. Alors, nous avons des immeubles qui sont plus que centenaires. Alors, nous allons profiter de l'occasion, pour redorer l'image de Laval sur la scène médiatique. 2, fêter et mettre en évidence les gens qui ont créé Laval, les gens qui ont de belles réussites à Laval. Que ce soit des sportifs, on parle de Martin Saint-Louis, qui est un petit Lavallois, qu'on parle d'autres athlètes, Alexandre Despentiers, Philippe Bande, qui est un artiste, Martin Petit, Rachid Badouri, Martin Matt. Alors, on a des grands créateurs, on a des artistes, on a M. Alain Bouchard qui est parti à Laval, la chaîne Couche-Tard, qui a plus de 12 600 commerces à travers le monde, qui est rendu un empire plus grand que Power Corporation. Le siège social est à Laval. Et il a accepté d'être un des coprésidents du comité de financement pour les 50e. M. Bond sera notre porte-parole officiel. Et l'autre coprésident, évidemment, il n'est pas moins connu. C'est quelqu'un qui s'implique dans la communauté lavalloise. C'est le propriétaire des Canadiens de Montréal. Alors, M. Molson, Jeff Molson, qui a accepté. Et les deux devraient nous aider à aller chercher du financement. Et nous avons prévu un budget global d'environ 8,2 millions pour mettre en évidence les créateurs Laval et fêter Laval, célébrer le 50e anniversaire. Puis il y a ceci de particulier. Nous avons réservé une partie de cette somme-là pour obtenir des projets du grand public. Donc, ce ne sera pas l'œuvre d'un petit comité ou d'une seule personne, les festivités du 50e anniversaire de Laval. Donc, si les gens nous regardent en ce moment, qu'ils ont des idées, c'est le temps de les soumettre? C'est le temps de les soumettre. Ils auront droit accès à des subventions. Si leur projet est accepté, il y aura un comité de 3 personnes, dont je ne ferai pas partie, qui va juger les différents projets et accepter les projets. Et on veut que ce soit des projets qui oscillent aux alentours de 30 000 $ que la Ville peut contribuer pour la réalisation. Et on espère couvrir l'ensemble de l'île avec différents projets qui vont provenir de la communauté. Et ça va permettre de tourner la page, d'en ouvrir une nouvelle. De tourner la page, mais aussi, il y a toute une dimension économique derrière tout ça. Les gens vont réaliser qu'on peut, à Laval, bien vivre, y travailler, étudier et s'amuser. Et nous invitons nos voisins, notre banlieue sud, qui est Montréal, comme je m'amuse à dire, et évidemment les grandes villes de la région nord, qui est les gens de Rosemère, Boisbriand, Saint-Eustache. Donc tout ça, ça part en décembre, décembre, janvier à peu près. Là. Puisque la programmation est toujours à être déterminée, il y a une programmation préliminaire, alors ça devrait couvrir toute l'année et nous allons débuter un décompte au mois de décembre 2014 et il y aura un spectacle signature qui sera fait par une entreprise lavalloise de réputation internationale
qui, place des fontaines, crée un rideau d'eau sur lequel est projetée l'histoire de Ville de Laval avec des rayons laser. Et l'animation va se faire. Et ça va se faire suite à une entente avec le Centropolis au plein cœur de Ville de Laval, où les gens, puis il y aura d'autres spectacles avec ça, et par la suite, les gens peuvent demeurer à Laval et profiter de nos commerces et de nos services. Il reste peu de temps, peut-être juste mentionner aux jeunes que cet été, ils vont pouvoir se déplacer en transport en commun avec un forfait qui a pour nom Extra, qui coûte beaucoup moins cher que le forfait habituel pour les étudiants. Effectivement, c'est une économie de tout près de 44 $. L'objectif, c'est, évidemment, l'été, le transport en commun est moins sollicité, donc on a une disponibilité. Et c'est d'habituer les jeunes, de familiariser les jeunes avec le transport en commun et jusqu'à quel point c'est facile, accommodant et permettre par le fait même de faire la promotion du transport en commun, toujours dans les objectifs qu'on a parlé tantôt, de combattre la pollution, la congestion. Et ça donne une petite pause à papa et maman des lifts. Effectivement. Vous savez, vous l'avez vécu vous aussi. Et d'ailleurs, je rappelle, nos aînés ont le droit au transport en commun gratuit à Laval. Les résidents de Laval de 65 ans et plus. Et ça a été un succès formidable. Je vous dirais qu'il y a plus du double des gens qu'on avait estimés qui sont venus faire la demande. Et s'il y en a d'autres, je vous le rappelle, informez-vous. Normalement, c'est aux bouches de métro. Vous achetez une passe qui vous coûte 15 $. C'est bon pour 7 ans. C'est juste le prix de concevoir la passe. Et vous pouvez circuler avec notre transport en commun gratuitement. Et il y a plus de 6 000 Lavallois qui en ont profité au moment où on se parle. On a beaucoup jasé, mais je vous laisse quand même un petit 30 secondes pour vous adresser directement à vos citoyens. Mais écoutez, je profite de l'occasion vraiment vous dire merci pour l'entrevue et de dire aux citoyens de Ville de Laval, cet été, il y aura plusieurs grandes fêtes, festivités à Ville de Laval, le Mondial Choral, l'Auto-Québec, des fêtes au Centre de la Nature. Profitez-en pour vous reposer et de profiter des festivités à Ville de Laval et de nos services. Merci. Recharger les batteries, c'est fait pour ça. Merci, M. le maire. Merci. En terminant, vous pouvez écrire des questions à notre maire pour notre prochaine émission. Alors, c'est dubureau.dumaire@tvrl.ca et on attend bien sûr vos questions. Monsieur le maire, je vous souhaite un bon été puis au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci. Merci beaucoup.